ont pris de fortes résolutions, histoire de vous offrir plus d'infos sourcées et recoupées. Plus d'enquêtes fouillées et documentées. Plus de débats hot. Plus d'émotions et de sensations. FIM FM, toujours un plus, toujours une valeur ajoutée. FIM FM, FIM 24, la révolution copernicienne, enclenchée au sein du biotope médiatique guinéen par El Capotiti, se poursuit pied au plancher sous le sceau de la saison Barracuda. GFM, le régulateur de la gamme des opinions. FIM FM, FIM 24, locomotive de la révolution médiatique en Guinée. FIM FM, saison Barracuda. Notre leitmotiv, creuser davantage l'avance. La saison Barracuda, la saison puissance 3. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Nous sommes mardi 24 octobre 2023. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver nombreux à l'écoute de FIM Guinée. Merci de nous rejoindre au compte de FIM Soir, notre deuxième grand rendez-vous d'information consacré à l'essentiel de l'actualité de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Pour commencer, tout d'abord, vous aurez droit à notre édition d'information que vous présente ce soir, Mariamba. Ensuite, on prendra la direction de Djeké au compte de l'Interland, cette localité de la Guinée forestière qui est presque coupée du reste de la région à cause de l'état de dégradation de la route qui relie cette commune rurale aux autres localités de la capitale. On en parle et puis vous aurez d'autres rubriques au menu. C'est tout pour les têtes de chapitre. Dans un instant, l'édition d'information au compte de Plein Feu sur l'actu. FIM Soir, plein feu sur l'actu, la totale de l'actualité nationale. Et c'est avec vous, Mariamba. Bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. À la une de votre édition. L'avocat de l'ancien ministre de la Défense, Alpha Condé, n'admet pas la décision de la chambre de jugement de la CREEF qui autorise son client à se faire examiner dans une clinique de la place. D'ailleurs, maître Samori Traoré annonce que Dr Mohamed Diané ne comparaîtra pas quand il ne sera pas libre. Plus de détails avec Aboubakar Sidiki Kamara dans ce journal. Et puis, le coordinateur national du collectif des candidats au concours d'intégration à la fonction publique session 2020 dénonce la décision du ministre Julien Yombouno qui entend organiser des nouveaux concours de recrutement. Siba Marcel Kalivogui exhorte le ministre à publier d'abord les résultats de 2020. Détails à suivre dans cette édition d'information. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. Pour rationner les dépenses publiques et mettre de l'ordre dans les procédures de voyage des membres du gouvernement, le Premier ministre a ordonné lundi le retrait des passeports diplomatiques et services de tous les ministres, une décision diversement commentée par la classe politique. Si certains saluent la mesure prise par Bernard Gomou, d'autres parlent d'un malaise au sein de l'équipe gouvernementale, ce à cause des soupçons de détournement de deniers publics et de malversation financière. Tiernan Alpha Ibrahima Baldé. La décision est tombée tard dans la soirée du lundi. Dans une note publiée sur la page Facebook de la primature, le Premier ministre annonce avoir instruit le ministre secrétaire général du gouvernement de retirer tous les passeports diplomatiques et services des ministres. Il évoque comme motif mettre de l'ordre dans le processus de déplacement des ministres à l'étranger. Oye Biavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, applaudit cette décision du chef du gouvernement. C'est une question de moralisation de la vie publique, la rationalisation des dépenses. Figurez-vous, les voyages avec les passeports de services diplomatiques, la moyenne, on nous parle de 80, 90 millions, parfois même c'est 100 millions par voyage. Vous imaginez les multitudes de cadres que nous avons qui se déplacent en longueur de journée, en longueur de semaine à l'étranger. Et ça coûte excessivement aux contribuables guinéens. Pour nous, c'est une mesure qui est primordiale, qui pourra permettre à un niveau donné de rationaliser les dépenses, mais aussi d'économiser plus en vue de pouvoir faire face à d'autres défis du développement durable. À l'UFDG, cet argument évoqué par le Premier ministre ne passe pas. Souleymane Konaté, membre du bureau exécutif, a une autre lecture de cette actualité.
Pour nous, ce n'est que de la comédie musicale. Il faut arrêter tout ce folklore-là parce que les Guinéens n'en ont pas besoin. C'est maintenant là qu'on se rappelle que les gens sont en train de détourner dans notre pays. Il faut qu'on arrête tout ça. Le colonel lui-même, il est allé aux Nations Unies avec les 2/3 des membres de son gouvernement, plus certains directeurs nationaux et des membres de famille, des amis, des collègues, ainsi de suite. Et tout ça aux frais de notre contribuable. Dans ce même communiqué, il est demandé au ministre secrétaire général du gouvernement de faire des propositions dans le but d'une réorganisation de l'attribution des passeports diplomatiques aux membres du gouvernement. Le Conseil supérieur de la magistrature a finalement donné raison aux magistrats suspendus du tribunal de première instance de la Baie dans l'affaire qui les opposait au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Pour le CSM, il n'y a ni insuffisance professionnelle ni insubordination de la part de ces magistrats. Une décision que salue le juriste Montesquieu Diakité qui invite le garde des Sceaux à faire preuve de responsabilité pour la bonne marche de la justice. Mbani Sidibé. Ces deux magistrats du tribunal de première instance de la Baie avaient été suspendus pour insuffisance professionnelle et insubordination dans le dossier d'Am Asma Diallo. Cette dernière a été condamnée pour abus de confiance, faux et usage de faux. Une décision qui a provoqué un bras de fer entre l'association des magistrats de Guinée et le ministre de la Justice. Après examen, le Conseil supérieur de la magistrature a débouté Alphonse Charles Wright. Le juriste Mamoudou Montesquieu Diakité souhaite que le garde des Sceaux prennent du recul. Cette décision montre que le droit est dit. Il appartient au ministre de la Justice de prendre du recul, de ne pas forcément vouloir avoir raison coûte que coûte, de calmer le jeu pour le bon fonctionnement des justices. Après leur suspension, Moussa Mariam Kamara, juge, et C. Avi Gami, substitut du procureur, ont été remplacés par le ministre de la Justice. Pourront-ils reprendre leur poste après cette décision du CSM? Mamoudou Montesquieu Diakité répond. La loi commande à ce que le magistrat retrouve sa fonction, mais pas de façon automatique. Il appartient au garde des Sceaux de mener les diligences nécessaires pour que ces magistrats retrouvent leur place, ou alors de les réaffecter à des places équivalentes aux supérieurs. Sur la question de la publication des actes de suspension des magistrats sur les réseaux sociaux, le juriste déconseille cette démarche. L'inconvénient est que si ces accusations ne sont pas fondées, comme c'est le cas maintenant, les citoyens peuvent avoir des réticences à comparaître devant ces magistrats qui ont déjà fait l'objet d'une suspension. La suspension de ces deux magistrats avait provoqué un débrayage dans plusieurs juridictions du pays. À cela s'ajoute le sitting organisé par l'Association des magistrats de Guinée en vue de dénoncer la façon dont Alphonse Charles Wright gère la justice guinéenne. La Guinée a d'énormes travaux réalisés après son retour au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Il s'agit de la construction de plusieurs barrages, notamment celui de Koukoutamba. C'est du moins ce qu'a affirmé ce mardi Cabinet Komara, ancien Premier ministre et ancien haut-commissaire de l'OMVS dans l'émission Mirador. Pour ce texte diplomate, l'accomplissement de ce projet aura de grandes retombées pour la Guinée. Madame Assila, décryptage. La Guinée vient de reprendre sa place à l'OMVS avec la nomination d'un Guinéen au poste de haut-commissaire adjoint au sein de la dite organisation. Pour l'ancien Premier ministre, la Guinée doit saisir cette opportunité pour engager des travaux de construction de barrages. Ce que nous devons faire, c'est qu'on se batte rapidement pour que le barrage de Koukoutamba soit réalisé. On va faire dans le cadre de ce barrage le pont sur le bassin qui permettra définitivement maintenant de quitter l'Abbé, de quitter Bouquet, aller à Sigiri. Et pour cela, il faut qu'il y ait le pont sur le bassin. Il est prévu dans le projet du barrage que ce pont soit fait. Au-delà, ce projet pourra bien être avantageux pour les populations riveraines. J'ai découvert qu'il y a d'énormes quantités de poissons dans le bassin de la Guinée à ce niveau-là. Les gens ne sont pas pêcheurs. Donc, on envisage de créer des bases de pêche, créer une possibilité de former des populations là-bas. Et je vous assure que là-bas, on peut alimenter tout l'arrière pays en poissons si vraiment l'accessibilité du fleuve est faite et que les populations sont formées en bonne capacité de pêche. Un aspect qui prouve à suffisance que ce barrage a un caractère intégrateur en dehors de l'électricité, a fait remarquer l'ancien diplomate Cabinet Komara. Donc, battons-nous pour que le barrage soit fait, interconnectons avec Manantali et le reste de la Guinée. Et nous avons deux autres sites qui sont très faciles à mettre en œuvre. Cabinet Komara lance une alerte sur la nécessité de protéger les têtes de source dans le massif du Fouta Djallon, ce qui doit être une priorité pour la Guinée et ses pays voisins afin d'éviter le pire.
Je vous le disais dans les titres, le recrutement à la fonction publique annoncé par le gouvernement de la transition ne laisse pas indifférent le collectif des candidats au concours d'intégration à la fonction publique session 2020. Siba Marcel Kalivogui, coordinateur national du dit collectif, est irrité par cette annonce jointe par notre rédaction ce mardi. Il dit ne pas accepter que les autres puissent organiser un autre concours alors que les résultats de celui de 2020 ne sont toujours pas publiés. Il annonce par ailleurs qu'une rencontre est prévue en fin de semaine entre les membres de ce collectif pour tirer les leçons de cette décision des autorités de la transition. C'est un reportage de Mohamed Karba Bangora. Ces candidats au concours d'intégration à la fonction publique session 2020 sont déçus de cette annonce du ministre du Travail et de la fonction publique. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir Siba Marcel Guilavogui, coordinateur national du collectif. Il explique pourquoi. Encore une fois, la déception. Nous ne sommes pas surpris par cette annonce. Cela est de nature, encore une fois, de saper, n'est-ce pas, le droit des citoyens dans ce pays. En tout cas, c'est vraiment un sentiment de déception, un sentiment de tristesse pour tous les candidats qui ont fait ce concours, vous imaginez, en 2020. L'autre chose qui irrite ce collectif, c'est le montant que les candidats doivent verser lors du dépôt des dossiers. Siba Marcel Guilavogui s'interroge sur la destination du montant. À l'époque, on avait payé de l'argent, 50 000 francs par candidat, et le nombre était pléthorique. C'était dans toutes les régions. Vous imaginez? La question du concours en Guinée, c'est un problème de quota. Les gens organisent ça pour se partager, parce que ça demande des milliards. Le ministère sera là pour faire la pluie et le beau temps. Et puis après, c'est pour mettre des frères, des cousins et autres là. Ces candidats au concours d'intégration à la fonction publique session 2020, qui sont toujours à l'attente de leurs résultats, ne comptent pas baisser les bras. C'est pourquoi ils comptent se réunir les jours à venir pour prendre des décisions. Nous allons essayer de voir quelles sont les dispositions pratiques que nous allons prendre pour réagir par rapport, n'est-ce pas, à cette annonce que le ministère du Travail et de la fonction publique vient de faire. Parce que nous considérons que c'est une injustice. L'État, c'est la référence quand même. Ce n'était pas une ONG qui avait organisé ce concours. C'est le contrat social qui lie les citoyens à l'État. À la question de savoir si les membres de ce collectif vont postuler pour ce nouveau concours, Siba Marcel n'a pas souhaité répondre à cette question. Et puis, tout employeur a le devoir de faire enregistrer ses employés à la Caisse nationale sécurité sociale. Mais cette obligation est loin d'être une réalité dans le pays, notamment en ce qui concerne les médias guinéens. C'est ce qu'a fait remarquer le secrétaire général du SPPG, selon Sekou Jamal Pendessa. Sur la convention collective qui est en phase de finalisation pourra remédier à ce problème. Mohamed Dienab Souma. C'est un aspect souvent oublié, voire ignoré par les patrons des presses. L'enregistrement des journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale est une inquiétude qui est loin d'être résolue en Guinée. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, s'explique. Le constat général de la protection sociale des hommes de médias en Guinée fait défaut. À notre connaissance, il y a quelques années, c'est seulement un seul média audiovisuel qui avait enregistré ses journalistes à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais nous avons contacté certains employés, c'est pas tout le monde qui est enregistré. Et pourtant, tout employeur a l'obligation d'enregistrer son employé à la Caisse nationale de sécurité sociale pour lui permettre de bénéficier des avantages de cette assurance, fait savoir Lamine Mara, greffier à la Cour des comptes. C'est une obligation pour tout employeur de déclarer son employé à la Caisse nationale de sécurité sociale et de cotiser pour son employé, puisque les cotisations sociales n'incombent pas uniquement qu'à l'employeur. L'employé cotise, l'employeur aussi cotise pour le salarié. Pour contraindre les employeurs à faire face à ce devoir régalien, le SPPG annonce des mesures dans ce sens. Sekou Jamal Pendessa. Depuis quelques années, nous sommes dans un processus de la convention collective des journalistes et ce document prend en compte toutes ces questions parce que il est dit dans la convention collective que les entreprises de presse doivent enregistrer leurs travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et faire en sorte que les cotisations soient à jour. En attendant la mise en application de ces dispositions, de nombreux journalistes guinéens continuent à travailler sans contrat et sans avantage avec tous les risques qui en découlent.
Il y a exactement 25 ans, jour pour jour, depuis que l'un des plus grands journalistes sportifs guinéens a été assassiné à sa résidence à Cocody, en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Boubacar Kanté, natif de Dabola dans la région de Farana. Plus de 2 décennies après ce crime crapuleux, la famille ne sait toujours pas qui a assassiné notre confrère. De passage ce mardi dans l'émission Mirador, Diaka Kanté, une des sœurs du journaliste sportif, a encore du mal à digérer cette élimination physique de son grand frère. On l'écoute. J'étais là dans les courses. Mon frère devrait venir ce jour-là. Après sa nomination, il devrait venir ce jour même. Donc moi, j'étais dans ces courses. Après, on m'appelle. On m'appelle que mon frère est mort. J'ai dit, il est mort? Il dit oui. J'ai été à Novotel, réserver l'hôtel et faire des courses pour lui. On me dit que mon frère est mort. J'ai dit non, il peut pas mourir. Nous, on l'attend comme ça, il peut pas mourir. Donc, je suis venue à la maison avec les enfants. J'ai trouvé que le chemin était plein. On a mobilisé. La présidence nous a appelés. Nous sommes partis. On a dit de former une délégation pour Abidjan. Donc, qui pouvait partir? C'était moi. Il y avait mon neveu qui était là. Lui, il m'a accompagné. Amadou. Donc, nous sommes partis de l'aéroport jusqu'à la maison à Cocody. C'était extraordinaire. Donc, on est resté dans ça. On a fait les courses et puis patrier le corps à la levée du corps. Quand on a été là-bas, on dirait qu'il était le seul. La cour était pleine. Donc, on a fait la levée du corps. On nous a accompagnés. Et comme chaque année, des journalistes et autres fans décident de commémorer ce triste anniversaire du décès du célèbre journaliste sportif guinéen. Mais ce que réclame la famille de notre confrère, c'est la justice, a précisé Diaka Kanté. Après, ils sont venus nous dire qu'ils sont sur les enquêtes et ils vont nous faire parvenir l'information par voie officielle. Voie officielle, c'était par le président. Donc, nous, on ne pouvait pas y avoir accès. Ouais. Donc, nous sommes restés. Et on a continué comme ça. On ne sait vraiment pas. Moi, il est mort. Sa femme est décédée. Une année après, lui aussi, il est décédé. Il a laissé une fille, Fifi. Fifi, elle est à Abidjan. Elle s'est mariée. Elle a 2 filles. Elle est là-bas. Elle va bien. Justice, on en parle dans ce journal. Audience criminelle ce mardi au TPI de Mafanko. Parmi les accusés qui ont comparé figure Kelfala Souma, accusé d'avoir violé une mineure âgée de 13 ans. Au cours de cette nouvelle comparution, le ministère public a requis 10 ans de réclusion criminelle contre l'accusé. Il a sollicité auprès du juge que Kelfala soit retenu dans les liens de la culpabilité. Et pendant ce temps, la défense clame l'innocence de son client. Le dossier est renvoyé au 1er novembre pour décision être rendue. Alassane Djigé Diallo. En détention depuis le 22 juillet 2022 pour viol, le ministère public n'a pas tardé à prouver la culpabilité de Kelfala Souma. Pour le procureur, les documents versés au dossier, les examens prouvent que l'accusé est coupable des faits mis à sa charge. Kanfour Ibrahim Kamara a sollicité auprès du juge l'application de l'article 268.2 du Code de procédure pénale, en condamnant Kelfala Kamara à 10 ans de réclusion criminelle. Un réquisitoire que l'avocat de l'accusé juge inacceptable. Maître Valentin Mansaré estime que son client est innocent dans cette affaire. Mon client n'est pour rien. On dit que mon client a violé. Vous violez une fille. 2 ans après, on vous appelle, on dit que vous avez violé. Pendant que mon client n'est pas en France, il n'est pas à Londres, ils sont sous le même toit. C'est pas paradoxal. Vous venez de voir le débat est contradictoire. Le ministère public n'a pas pu apporter les preuves parce que le viol se prouve. Il ne s'agit pas de dire qu'il a violé. Pour cet avocat, la preuve brandie par le ministère public laisse planer le doute. Maître Valentin Mansari. Le seul document qui peut permettre monsieur le juge de rentrer en condamnation, c'est le certificat légo-médical. Or, ce certificat légo-médical-là, j'ai demandé au tribunal de l'écarter. C'est une fausse pièce. Toutefois, Maître Valentin Mansari s'est dit confiant quant à l'acquittement de son client par le tribunal. Nous espérons franchement que notre client sera mis à liberté ce jour-là. Kelfala Souma, marié à 2 femmes et père de 12 enfants, sera situé sur son sort le 1er novembre prochain. Mamadou Diallo, Tierno Assanso et Mamadou Bobo Diallo sont les 3 nouvelles victimes qui ont été entendues dans la matinée de ce mardi devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Les 2 premiers se plaignent d'avoir perdu les leurs au stade en marche du massacre du 28 septembre en 2009. Le 3e se plaint de coups et blessures dans les locaux des services spéciaux au camp Alpha Diallo où il a été déporté après avoir été embarqué au stade. Sekou Diatia Kamara, compte rendu.
Mamadou Bobo Diallo, né en 1986 à Pita, est la troisième partie civile à être entendue ce mardi devant le tribunal. Ce conducteur de profession se plaint des faits de coups et blessures. Il a rappelé que les tirs ont commencé devant lui au stade du 28 septembre en 2009. Alors qu'il tentait de se mettre à l'abri, il est raflé par un groupe de militaires coiffés de bérets rouges. En compagnie d'autres manifestants interpellés, il est d'abord bastonné puis embarqué dans un camion pour le camp Alfaya Diallo, a expliqué le plaignant. Dans les locaux des services spéciaux où ils ont été conduits, lui a été blessé à la tête suite au coup qu'il dit avoir reçu. Cependant, il dit ignorer l'identité des agents qui l'ont violenté. Au bout de 3 jours, a-t-il ajouté, lui et ses compagnons d'infortune sont transférés au PM3 pour être emprisonnés. Mamadou Bobo Diallo a recouvré sa liberté après 4 jours de détention. Avant lui, 2 autres parties civiles ont été entendues par le tribunal. Il s'agit de Mamadou Diallo et de Kerno Assanso. Le premier se plaint de la disparition de son fils du nom de Alpha Omar Diallo, qui était âgé à l'époque de 13 ans. Selon son papa, le jeune a été atteint par balle au niveau du ventre. Il a rendu l'âme le lendemain aux environs de 17h après avoir subi une opération la veille à l'hôpital national d'Onka. Le second s'est constitué partie civile pour avoir perdu son jeune frère du nom de Suleiman Sow au stade. Jusqu'à présent, la famille reste sans nouvelles de lui en dépit de toutes les recherches menées dans les lieux de détention et dans les morgues, a révélé son grand frère. Après les 3 premières parties civiles dans la matinée, 2 femmes victimes d'agressions sexuelles ont été entendues à huis clos par le tribunal dans l'après-midi. Au terme de leur déposition, l'affaire a été renvoyée à demain mercredi pour la suite des débats. Ce sera la reprise des audiences publiques et de nouvelles parties civiles sont attendues à la barre, rapporte Sekou Yatia Kamara. Et l'ancien ministre de la Défense sous le régime d'Alpha Condé ne comparaîtra pas devant la CRIEF tant qu'il ne sera pas libre, a martelé son avocat. Maître Almami Traoré, intervenu dans l'émission Mirador ce mardi, estime que la chambre de jugement de la CRIEF aurait dû aménager la mise en liberté de Dr Mohamed Diané conformément à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO que de lui autoriser à se faire examiner dans une clinique de la place. Aboubakar Sidiki Kamara, décryptage. Cette requête à laquelle la chambre de jugement de la CRIEF a accédé ce lundi a été déposée par les avocats de Dr Mohamed Diané depuis le 14 juillet dernier. Pour ces conseils, la Cour devrait plutôt s'atteler à mettre en exécution l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Almami Samori Traoré est l'un des avocats de Dr Mohamed Diané. La Cour aurait dû profiter de l'occasion pour aménager la mise en liberté de Dr Diané conformément à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais franchement, c'est une occasion manquée. Selon l'article 62 du règlement de procédure, la Guinée n'a aucun délai pour exécuter l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui demande la libération immédiate des anciens dignitaires. C'est ce qui amène les conseils de ces derniers à durcir le ton. Ce que nous demandons dans cette procédure-là, c'est que nos clients doivent être libres. Dr Diané ne comparaîtra pas tant qu'il n'est pas mis en liberté. Et nous ne participerons pas à une procédure dans ce sens-là. À l'en croire, la justesse et l'équitabilité d'un procès dépend du droit à la défense et du droit au respect des décisions de justice qui ont été rendues en faveur de l'une des parties. Pour l'exécution de cette décision de l'instance supranationale, Maître Samori interpelle le président de la transition. Il doit faire en sorte que les hommes qu'il a commis à la tâche bien déterminée pour servir non pas une personne mais la République, que ces gens-là puissent faire respecter la République. Sinon, dit-il, cela pourrait être une tache noire pour la gouvernance de la junte au pouvoir vu que les traités de la CEDEAO ont été ratifiés et signés par les autorités légitimes de la Guinée. Des jeunes du quartier Matam Centre ont manifesté leur colère ce mardi contre la vente de leur maison de jeunes. Ils accusent le maire de Matam d'être de mèche avec un opérateur économique qui aurait menacé de les déguerpir. La tension était vive dans la matinée, même si aucune violence n'a été enregistrée durant cette grogne. Compte rendu, Sori Kanja Bangora. Ils étaient plusieurs dizaines à se donner rendez-vous devant la maison des jeunes de Matam Centre. Cette foule, composée principalement de jeunes et de femmes, attendait l'arrivée des agents chargés de les déguerpir. Ibrahima Souma est le secrétaire général de la jeunesse de Matam Centre. Il pointe du doigt le maire Ismaël Condé. C'est contre l'autorité communale de Matam, monsieur le maire et ses complices. Il y a un soi-disant monsieur avec ses complices à la mairie qui est venu avec son huissier déposer un document en disant que notre édifice public qui est là, qui est notre maison des jeunes, que ça lui appartient. Depuis quand? Pour prouver leurs accusations contre le maire, ils brandissent une décision de justice sur laquelle il est mentionné entre autres confirmation de propriété, expulsion,
cessation de troubles et paiement de dommages et intérêts. Il y est aussi mentionné que le défendeur est le maire. Ces citoyens se demandent comment Ismaël Condé aurait pu défendre un opérateur économique au détriment de la communauté. Parce que pour la première fois, quand nous sommes allés le rencontrer, il dit que le dossier de Matam Centre qu'il ne peut pas défendre. Joint, le maire de Matam rejette ces accusations. Selon lui, ce document de justice a été mal interprété par ses citoyens. Le problème là, il était en justice depuis que notre mandat n'a pas commencé. Pour une des rares fois, c'est la police qui a atténué la colère des jeunes à travers une sensibilisation. Et vous le savez, hier lundi, des aveugles ont pris d'assaut les rues de la commune urbaine d'Onzéré-Koré pour dénoncer leur abandon, disent-ils, par les cadres de la direction préfectorale de l'action sociale. Selon ces malvoyants, les autorités locales refusent de financer leur projet d'autonomisation. Réagissant, l'inspecteur régional de l'action sociale et de la promotion féminine a nié ces allégations. Mohamed Keita rétorque qu'aucun projet ne leur a été soumis par les malvoyants. L'inspecteur régional précise même que le mouvement de ce lundi des aveugles n'était pas lié à un cri de détresse, mais plutôt à une manifestation de célébration en différé de la journée internationale des malvoyants. On l'écoute. Il doit y avoir incompréhension par rapport à l'objectif de leur présence au niveau du gouvernorat. Parce que selon eux, leur propre intervention, c'est pas parce qu'ils en ont marre ou bien c'est pour manifester leurs conditions de vie, mais plutôt ce que moi j'ai cru entendre d'un d'eux, c'est qu'ils organisent une journée qu'ils appellent Journée internationale des malvoyants. Entre eux et nous, il y avait vraiment compréhension parce qu'on leur avait dit qu'au niveau du service du ministère, on ne célèbre que la seule journée du 3 décembre qui est consacrée à toutes les personnes vivant avec handicap. Mais eux-mêmes, ils ont dit qu'ils peuvent organiser. Malheureusement, la population, il n'y a pas eu de mobilisation. Donc, ils ont considéré qu'ils ne peuvent pas tenir l'activité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Filmsoir se poursuit avec vous, Ibrahima Khalil Diallo. Merci beaucoup, Mariamba, pour toutes ces informations. On va vous retrouver dans une dizaine de minutes pour faire cette fois-ci un autre point complet sur l'actualité internationale. Ce sera dans le Transinfo. Et parfois, pour mieux cerner les contours d'un événement, il faut aller dans les coulisses de son organisation. Et c'est justement ce que nous allons faire dans un instant avec les coulisses. Filmsoir. Coulisses. Les couloirs d'un événement du jour. L'administration parlementaire a entamé ce mardi une série de formations qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la performance du personnel du CNT durant 2 semaines. Les conseillers aborderont des thématiques sur le leadership, le management public et la gestion des projets. Compte rendu, Al-Khali Daouda Dafé. C'est une remise à niveau séquentiel du personnel de l'administration parlementaire. L'objectif principal est d'aider les conseillers nationaux à obtenir un résultat probant. Ce renforcement des capacités du personnel de l'administration parlementaire représente un levier essentiel pour la performance du Conseil national de la transition. Maïmouna Yombuno, première vice-présidente du CNT. Le but poursuivi par cette formation est l'optimisation de vos capacités collectives et de vos talents individuels pour une administration parlementaire compétente, efficace et efficiente au service de la nation en général et plus particulièrement pour maximiser la performance du CNT. Des thématiques sur le leadership, le management public et la gestion des projets sont abordées au cours de la formation. Dr Khalil Aïssata Keita, directeur du Centre d'études de recherche et de formation parlementaire, est l'un des formateurs. Au cours de cette formation, nous avons d'abord, dans un premier temps, identifié 3 thématiques, à savoir le leadership, le management public et la gestion des projets. Alors tout cela va être assorti par le système qu'on appelle souvent la GAR, la gestion axée sur le résultat, qui exige justement à avoir une forme de contrat de performance parce que ça va pousser un peu l'administration parlementaire à donner le meilleur d'elle-même. Dans le but de mieux accomplir les missions confiées au CNT par la charte de la transition, les participants vont apprendre durant 2 semaines. Fatmata Arabiouba, assistante à la direction service législatif, se réjouit
réjouit de la tenue de cette formation. Il y a des talents au sein de l'administration parlementaire. Il faut exploiter les talents. Et la formation qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que les cadres, après cette formation, on va être à la hauteur et l'attente qu'il attend de nous, on pourra mieux servir l'administration. Après cette remise à niveau de l'administration parlementaire, ce sera au tour des conseillers nationaux qui seront aussi outillés. À présent, on va prendre la direction de la Guinée forestière au compte de l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Et dans notre rubrique Interland de ce mardi, nous nous intéressons à Djeké, cette localité de la Guinée forestière qui est presque coupée du reste de la région. Et à cause de l'état de dégradation de la route qui relie cette commune rurale aux autres localités de la capitale de la Guinée forestière, les usagers vivent en ce moment l'enfer et déplorent le maire bien entendu de la commune de Djeké, joint par notre rédaction, Nyan Kemo Boami, crie à l'abandon de cette infrastructure qui pourtant constitue une source de revenus pour l'État à travers la société guinéenne de palmiers à huile installée à Djeké. Amadou Ribaré. La route nationale Zérékoré-Yomou est aujourd'hui quasiment impraticable. À cause de son mauvais état, même les motos ont du mal à circuler sur cette infrastructure routière qui mène à d'autres pays voisins. L'arrivée de la pluie de cette saison a empiré la situation, déplore Nyankemo Boami, maire de la commune rurale de Djeké, qui décrit le calvaire des usagers de cette route. C'est que nous sommes coupés de la préfecture, nous sommes coupés du chef-lieu de la région qui est Zérékoré. C'est que pratiquement entre Zérékoré et Djeké, nous sommes complètement isolé du chef-lieu de la région. Moi, il y a bientôt 3 ou 4 semaines, bien bientôt un mois, que 5 systèmes bloquent la route, sauf les motards qui passent, Pourtant, Djeké est le grenier de la région, rappelle le maire. Pour l'officier à la retraite, cette commune rurale qui abrite la Sogipa est abandonnée par les autorités. Nous avons une entreprise d'État, qui est la Sogipa, qui comment traîner la production. Aujourd'hui, la Sogipa est devenue la vie des citoyens de Djeké et de Biamou. Comment traîner le produit? Matanta envoie ses produits, Lola envoie ses produits en coagulum, voit Djekédou, Kissidougou. Tout ce qui envoie les coagulums, mais malheureusement, je vous dis, nous sommes vraiment enclavés. Face au calvaire des usagers, le maire tire la sonnette d'alarme. Nyankemo Boami sollicite l'aide du président de la transition. Nous avons fait toutes les démarches aux côtés du préfet. Le préfet a transmis nos doléances au gouvernorat et ainsi de suite nous attendons. Mais nous demandons vraiment au gouvernement du CNRD, à son président, le colonel Mamadi Doumbouya, de tout mettre en œuvre, d'enlever vraiment Djeké dans le calvaire. Nous demandons au gouvernement de Mamadi Doumbouya qui, pour nous, on le considère jusqu'à présent, depuis le 5 septembre, comme libérateur. Tout comme cette route Zérékoré-Yomou, beaucoup d'autres routes se sont fortement dégradées. C'est le cas du tronçon Boké-Gawal qui est aussi devenu de nos jours impraticable. Voilà, merci donc à AOB pour ce reportage. À présent, on va faire un tour sur les sites internet qui ont aussi leur façon de traiter l'actualité. Et c'est dans la une de mais bien avant, on va faire un point complet sur l'actualité internationale au compte du Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. Bonsoir Mariamba. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. L'avocat de l'ancien ministre, au Gabon, Frédéric Bongo, demi-frère du président de CHU, a été radié des effectifs de l'armée et de la garde républicaine par décret. Les motifs évoqués sont lourds, faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire et des manquements aux règles d'exécution de service. Au Kenya, un tribunal a prolongé ce 24 octobre une décision de justice qui suspend le déploiement de milliers de policiers kenyans en Haïti, pays plongé dans le chaos et la violence des gangs, un déploiement prévu dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. En visite en Israël, le président français Emmanuel Macron a proposé ce mardi à Jérusalem de bâtir une coalition internationale contre le Hamas et espérer avancer sur une relance décisive du processus de paix avec les Palestiniens. Le leader de l'opposition polonaise victorieuse aux élections du 15 octobre a assommé ce mardi le chef de l'État
de lui confier rapidement la mission de former le nouveau gouvernement. Les Polonaises et Polonais attendent des décisions rapides. Nous sommes prêts à travailler à tout moment, a déclaré le candidat aux fonctions de chef d'un gouvernement de coalition, Donald Tusk, au moment où commencent les consultations du président de la République avec tous les partis parlementaires. Merci beaucoup Mariamba. Dans un instant, c'est la une de Film Soir. La une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Et ce mardi, c'est le rédacteur en chef du site d'information africaguinée.com que nous recevons avec Sidi Koundara Diallo. Il sera question des dessous d'une visite des émissaires du président de la transition guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté, qui ont été reçus au siège de l'Union européenne. Les deux parties ont évoqué plusieurs sujets, notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Notre confrère est déjà en ligne. Bonsoir Sidi. Aussitôt, on l'a. Est-ce qu'il est là? Et Sidi Koundara, vous êtes là? Bienvenue, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Alors, des émissaires du colonel Doumbouya à l'Union européenne, les dessous d'une visite, c'est le titre d'un article que vous avez traité et publié dans les colonnes du site d'information africaguinée.com. Quels sont les dessous, comme vous le dites, de cette rencontre? Alors, les dessous, il faut savoir que c'est une mission qui a été conduite par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté, qui a donc été reçu par la Commission de l'Union européenne. Les dessous de cette rencontre, d'abord, il y a cette problématique de l'immigration clandestine, parce que vous savez qu'il y a plus de 127 000 migrants qui ont récemment débarqué sur les côtes italiennes. Et donc, l'Union européenne propose un plan d'urgence qui dit qui pourrait éventuellement impacter la Guinée, parce que cette proposition est selon la chef de la Commission de l'Union européenne, c'est d'abord la sensibilisation, mais aussi le retour de ces migrants au point de départ, notamment, donc, c'est-à-dire le rapatriement de ces migrants en Guinée. Maintenant, ça c'est l'un des volets de l'un des dessous de cette rencontre. L'autre dessous, c'est par rapport à une aide financière que l'Union européenne vient d'annoncer en faveur de la Guinée. Donc, c'est une enveloppe de plus de 200 millions d'euros, disons, une enveloppe de 238 millions d'euros que l'Union européenne annonce en faveur de la Guinée. Donc, ce sont entre autres les dessous de cette rencontre. Toutefois, l'Union européenne aussi a soulevé quelques questions relatives au retour à l'ordre constitutionnel, parce que Bruxelles estime qu'il y a un manque de confiance entre une partie de la classe politique et les autorités. Cela reste un peu pour d'expliquer. Et son équipe Bien. Merci beaucoup Sidi Koundara Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que ce sujet ainsi que d'autres sont traités et publiés dans les colonnes du site d'information africaguinée.com. Dans un instant, le regard de notre rédaction sur l'actualité avec l'éditorial. Film Soir, l'édito. À mesure que la date butoir fixée pour clore la page de la transition se profile à l'horizon, la junte guinéenne donne l'impression de marcher à rebours de ce chronogramme, pourtant fixé d'un commun accord avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le discours du gouvernement semble d'ailleurs occulter dorénavant le vocable de retour à l'ordre constitutionnel au profit de celui du développement. En la matière, le discours du général Amara Kamara, tout puissant ministre secrétaire général de la présidence et de la République, réitérant l'engagement du chef de l'État à faire du développement de la Guinée la pierre angulaire de sa feuille de route, n'avait rien de subliminal ce lundi lors de la cérémonie de lancement de la semaine porte ouverte de la Banque nationale d'investissement. Suivez. Ces derniers temps, la durée de la transition cristallise de plus en plus les débats dans la cité. Bien que l'opinion en soit réduite à des conjectures, plusieurs indices concordants laissent cependant entrevoir une possibilité de glissement du chronogramme au-delà du délai des 2 ans imparti à cet effet, comme le discours onusien du colonel Mamadi Doumbouya, révélateur des velléités du pouvoir de vouloir changer de fusil d'épaule dans la conduite de la transition. Un changement de cap qui n'aura fait qu'apporter de l'eau au moulin des contempteurs du CNRD. Et c'est partant de ce point de fixation qu'une frange de l'opinion pense désormais que le jeune loup aux dents longues logé
sous les lambris dorés du palais, serait en train de prendre goût au pouvoir. Ainsi, en tant que maître des horloges, le colonel Mamadi Doumbouya pourrait, autant que faire se peut, bousculer le calendrier des élections censé ouvrir la voie vers un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui pourrait allonger le chronogramme au-delà de fin décembre 2024, considéré jusqu'à preuve du contraire comme deadline de cette transition. La conjoncture étant favorable pour une telle éventualité avec la crise ukrainienne à laquelle vient de se greffer l'escalade du conflit israélo-palestinien, la communauté internationale a bien déjà fouetté qu'elle pourrait détourner le regard de l'intrigue qui se joue dans notre landerneau, sans une once de regret ni le moindre état d'âme. À ce chèque en blanc que pourrait ainsi offrir la communauté internationale à la junte pour mener le vaisseau à sa guise et à son rythme, il faut ajouter le vide créé par l'abolie des corps intermédiaires. En effet, ces derniers pris à rebrousse-poil par les nouveaux maîtres du pays et faute de pouvoir se faire entendre par la rue, n'ont d'autre alternative que des déclarations dans la presse. Un combat d'arrière-garde, synonyme de barreau d'honneur pour la société civile et l'aile dure des partis politiques réunis au sein des forces vives qui, à mesure que la transition s'étire en longueur, donnent l'impression d'être mises sous éteignoir. Leurs porte-étendards que sont Selou Sidia, deux vieux routards de la politique, étant dans une valse hésitation entre rentrer au bercail ou demeurer à l'étranger. Du pain béni pour la junte qui pense. Voilà toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Dans un instant, le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Le grand format de ce mardi, nous vous emmenons dans ce grand format à Kondetou et Dabondi École, deux quartiers situés dans la commune de Matoto qui font face à une pénurie d'eau. Dans ces quartiers, les habitants se décarcassent pour trouver cette denrée plus que nécessaire dans la vie de l'homme. À longueur de journée, ils se promènent à la recherche de forage, un exercice difficile. Et c'est un grand reportage signé Mohamed Dienabsouma. Ici à Kondetou École, il est très difficile de passer dans le quartier sans apercevoir des femmes avec des récipients en main à la recherche d'eau potable. Dans ce quartier, les robinets sont à sec depuis un long moment. Désespérée de cette situation, Fatoumata Kamara est obligée d'interrompre son sommeil pour s'approvisionner dans un forage. Moi, depuis 7 heures, je suis là. Dans notre secteur, ces problèmes d'eau, c'est difficile. Il y a trop de forages, mais les gens n'acceptent pas. On souffre énormément. Il y a les autres qui viennent ici à 3h, 4h pour envoyer l'air tuyau ici et des bidons. Depuis 2017, je suis là. Là où je suis logé, il n'y a pas l'eau là-bas. Assise sur son bidon vide, Fatoumata attend son tour pour remplir ses bidons, un exercice qui demande de la patience. Jusqu'à présent, je suis là, des fois jusqu'à 10h. Il y a les autres qui viennent à 4h, jusqu'à 10h. Le fait qu'on ferme ici d'abord, tu pars sans avoir l'eau. Donc ça bloque carrément votre journée. Ça bloque carrément notre journée. C'est les gens là ouvrent ici à 6h à 10h. Moi, j'ai des cieux. On enlève 7 chacun. Tu as levé combien d'abord? Rien d'abord depuis que je suis venu. Sur place, les femmes se bousculent pour accéder à l'eau du forage. Depuis 4 heures du matin, Saran Traoré est sur pied à la recherche d'eau. Un calvaire pour elle. Ici, nous puisons 2 fois de l'eau dans la semaine, avec toutes les souffrances. Pendant ces jours, on vit à partir de 4 heures ou 5 heures pour avoir de la place. Pour le moment, je n'ai pas encore rempli mes récipients et j'attends mon tour. Parfois, tu peux venir sans avoir de l'eau. Et c'est pour cela que je me réveille tôt. À Dabondi École, un quartier voisin, trouver de l'eau potable relève d'un parcours de combattants. Une situation qui interpelle Dame Fatou Kamara, chef secteur. Ça fait plus de 2 ans comme ça. Nous sommes dans des difficultés pour le problème d'eau. Ça fait plus de 2 ans. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Tout le monde se concentre pour les forages. Le matin, de bonne heure à 5 heures du matin, on se lève pour se rendre dans les forages pour chercher de l'eau. Vraiment, c'est là, ça nous rend la tâche difficile ici. Sur les lieux, beaucoup de citoyens qui font face à ce combat au quotidien n'ont pas pour le moment d'autres alternatives. Tout de même, ils demandent de l'aide auprès des autorités du pays.
On demande au gouvernement de nous aider à nous faire remonter dans des difficultés d'eau là. À Dabondi, c'est à Kondobou ici. Tout le monde est embrassé de ce problème. On demande au gouvernement de venir à notre aide. Sérieusement, on souffre ici. On souffre ici beaucoup pour le problème d'eau. En attendant, les habitants de ces localités continuent de se battre pour s'approvisionner en eau potable, chose qui fait partie désormais de leur quotidien. Voilà, merci à Mohamed Dien Absouma pour ce reportage. À venir, notre invité exceptionnel ce soir, Abdoulaye Kourma, président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Il répondra aux questions de Ali Chila. Mais avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger du ballon. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Idrissa Somparé, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Serhou Guirassy a une clause libératoire qui est très faible et qui affole aujourd'hui l'Europe. Effectivement, il est sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2026. Il faut donc rappeler que le Guinéen pourrait partir dès le mercato hivernal. C'est dans les informations du journaliste Florian Plettenberg qui travaille pour Sky Sport en Allemagne. Serhou Guirassy possède une clause libératoire dans son contrat. Le montant exact n'a pas été dévoilé, mais ça serait inférieur à 20 millions d'euros et une somme nettement inférieure aussi à sa valeur marchande sur le site Transfermarkt, estimée à 40 millions d'euros. Une clause libératoire qui fait que beaucoup de clubs veulent tenter leur sens. Handball, la Guinée jouera contre le Maroc en amical. Oui, la Fédération marocaine de football a annoncé que la sélection nationale d'handball de leur pays va livrer 2 rencontres amicales contre la Guinée à l'occasion d'un stage qui sera d'ailleurs dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations et qui sera organisé en janvier du côté de l'Égypte, qualificatif au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. Mais ce qu'il faut surtout souligner est que la date n'est pas encore donnée, mais plutôt le Maroc sera entraîné par un technicien égyptien du nom de Abdel Salam Mesbah. Pendant ce temps, Neymar devient top modèle pour la marque de Kim Kardashian. Oui, le footballeur brésilien qui a donc été choisi pour être l'ambassadeur de la nouvelle ligne de sous-vêtements pour hommes de la marque Skims, fondée par Kim Kardashian. Neymar a posé donc un boxeur coloré pour la campagne publicitaire de la marque dévoilant ses nombreux tatouages. Et Kim Kardashian, qui célèbre pour sa notoriété, à la télé-réalité, a investi le secteur de la mode en lançant Kims en 2019, une marque désormais évaluée à plus de 4 milliards de dollars, environ 3,2 milliards donc de livres sterling. Initialement axée sur les vêtements pour hommes, Kims s'est élargie pour inclure une nouvelle ligne masculine et dans ce nouveau rôle, Neymar a mis en avant ses silhouettes et les tatouages posant dans une collection de boxeurs colorés. Et Cristiano Ronaldo offre un cadeau exceptionnel à Francis Ngannou. Oui, à l'approche du combat entre Francis Ngannou et le champion du monde des poids lourds WBC, Tyson Fury, en Arabie Saoudite ce samedi, Cristiano Ronaldo a fait un généreux cadeau au boxeur camerounais et Ngannou, qui est âgé de 37 ans, est l'ancien champion incontesté des poids lourds de l'UFC après sa victoire contre Cyril Gane, c'était en janvier 2022. Et pour son premier combat en boxe, il va affronter le poids lourd le plus solide du moment, Tyson Fury. Et à quelques jours du combat à Riyad, la superstar donc, du football Ronaldo a offert à Ngannou une montre en signe de soutien et pas de n'importe quelle marque, car c'est la version signature de l'horloger Jacobs-Co pour Cristiano Ronaldo dans le cadre du partenariat. Et c'est une marque montre qui est fabriquée à seulement 100 exemplaires et ça coûte en tout cas 141 377 €. Merci beaucoup Idrissa Somparé pour toutes ces informations sportives. Et puisqu'il n'y a qu'un très petit pas entre le sport et la culture, mesdames et messieurs, voici pour vous Infoculture. Film Soir, Infoculture. Et c'est avec vous, Albilova, bonsoir. Bonsoir, Président, bonsoir à tous. Comment ça va? Bien, merci. Alors, Fada Freddy, élevé au grade de chevalier. Et oui, le célèbre chanteur d'origine sénégalaise Fada Freddy vient d'être élevé au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Et cette reconnaissance prestigieuse témoigne de sa prodigieuse contribution à l'univers musical. Fada Freddy, dont le nom véritable est Abdou Fatasek, a réussi à se tailler une place privilégiée dans le paysage musical sénégalais et à l'international. Son style singulier mettant habilement la soul, le gospel et la musique traditionnelle sénégalaise a séduit le
public. Et c'est de Cita News, président. Enfin, le festival PANAF, préparatif intense de la 6e édition. Après une pause de 3 ans, le festival PANAF fait un retour flamboyant les 3 et 4 novembre prochains à Bruxelles avec un line-up inédit. Ce qui distingue cette année, c'est la qualité exceptionnelle de la programmation qui fusionne les talents d'artistes issus de la sous-région ouest africaine. Des noms tels que Mariam Balarare du Mali et Lama Sidibé, le duo Azaya Djelikababintou Guinée et les nouveaux prodiges de la scène urbaine guinéenne comme Tati Tati, Kouri Simple, Lalipop, le Mélangeur, pour ne citer que ceux-là. Et c'est aussi la cerise sur le gâteau. Le roi 12-12 sera de la partie, président. Bien, c'est une grosse information. Ah oui. Merci beaucoup, Orbilovba, pour toutes ces informations. À présent, ensemble, on va entamer le dernier virage de Film Soir avec notre invité. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Le leader du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement est l'invité de Film Soir de ce mardi. Contrairement à la presque totalité des acteurs politiques guinéens, Abdoulaye Kourma croit au respect des 2 ans du délai de la transition en Guinée. Il est interrogé par Alice Silla. On écoute ensemble cet entretien, on revient juste après. Bonsoir monsieur Abdoulaye Kourma. Bonsoir. Monsieur Kourma, nous sommes presque au terme de la première année des 2 ans que la transition guinéenne a conclu avec la CEDEAO pour la durée bien entendu de la transition. Aujourd'hui, certains estiment que le glissement du calendrier électoral est inévitable en Guinée. D'autres pensent que le navire CNRD s'est abîmé. De votre côté, quelle lecture faites-vous de la conduite de cette transition? Nous sommes dans une gestion opaque qui n'est pas participative, ce qui est déplorable. Il faut reconnaître quelque chose. Il y a un soldat qui s'était engagé sur une période de 24 mois. Il faut accorder le bénéfice des doutes, puisque les 24 mois, c'est à partir de 2025. Moi, jusqu'à date, je sais qu'avec l'intégration politique et économique, aucun pays ne peut aller sans le reste du monde. Et les institutions supranationales ne vont pas continuer à accompagner un pays qui est dans l'illégalité, où les institutions ne sont pas légales. Donc, ce qui veut dire, je crois fermement à un retour à l'ordre constitutionnel dans un plus bref délai. Monsieur Kourma, quand vous dites dans un bref délai, donc vous continuez à croire à la tenue, au respect des délais de 2 ans? Je suis sûr, avec tout ce que le pays est en train de traverser aujourd'hui, avec les limites que le gouvernement vient de montrer, je suis sûr et convaincu qu'il y a eu des pays qui ont eu des situations aussi beaucoup plus difficiles et compliquées que la Guinée, qui ont fini par un retour à l'ordre constitutionnel. La Côte d'Ivoire a connu la guerre civile. Finalement, il y a eu des élections, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, pour ne citer que ça c'était plus compliqué que par rapport à un coup d'État ou à une transition militaire. Donc il va forcément avoir un retour à l'ordre constitutionnel, parce que la Guinée aussi est membre des institutions supranationales qui ont des règles, qui ont des principes. Donc ils ont accepté ces règles et des principes. Il y a eu des accords entre les militaires et ces institutions supranationales. Moi je pense qu'il faut accorder bénéfice de doute, attendre ces 24 mois, mais c'est sûr qu'il y aura le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois à ça comme je crois à ma mort. Ce que je sais, soit ils organisent les élections dans les délais de 24 mois, soit on les fait organiser par la force, soit on organise sans eux. C'est les 3 options. C'est-à-dire la Guinée est membre des institutions supranationales. Soit les peuples les amènent à organiser, soit les peuples les chassent. C'est eux qui ont pris un engagement. Et tout ce qui a été dit le 5 septembre, ce que nous sommes en train de vécu aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Moi, je pense que nous avons compris les limites. Nous avons su qu'ils ne sont pas la solution, et un retour à l'ordre constitutionnel est à l'avantage du peuple de Guinée. Avec l'ethnostratégie dans les nominations, avec tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les erreurs du passé, c'est-à-dire le passé même est mieux par rapport au présent que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça la réalité. Le vol, les détournements, l'injustice, les nominations partisanes et ethniques, on refait surface, et puis c'est pur qu'hier. C'est ça la vérité. Comment vous pouvez imaginer sur 34 DAF, 26 sont de la même communauté et des mêmes régions, comme s'il n'y avait pas d'autres cadres ailleurs? Ce n'est pas bien, mon frère. Il s'agit de la Guinée, c'est un bien commun. Il s'agit de la Guinée, c'est notre chère patrie. C'est ça, ce n'est pas pour un groupe d'individus. Monsieur Kourma, le président de la transition avait déclaré lors de l'un des conseils des ministres qu'il ne ferait pas une minute au-delà des 24 mois à la tête de notre pays. Mais sauf qu'aujourd'hui, colonel Mamadi
Mamadi Doumbouya se méfie de prononcer les vocabulaires liés au retour à l'ordre constitutionnel. Cela ne vous inquiète pas? Non, au fait, si tu n'as pas de notion en matière de l'armée, le soldat ne parle pas beaucoup, le soldat agit. Je crois qu'il a donné sa parole d'honneur de soldat. Moi, je pense que c'est lui qui a une promesse devant le peuple de Guinée. S'il le fait, le peuple de Guinée va le reconnaître et le remercier en tant qu'un respectueux de son engagement. Et s'il ne le fait pas, le peuple de Guinée va tirer les conséquences. Nous allons nous mettre ensemble encore pour tirer les conséquences. Et la réponse qui nécessite à ce refus, et il l'aura. Moi, je pense. Pour le moment, accordons-lui le bénéfice des doutes et attendons que ces 24 mois-là arrivent et qu'il n'a pas la volonté ou qu'il a la volonté d'organiser. Mon choix, quand même, comme le dit les Bambara, je suis parti et on m'a chassé, fondeux. Hein? C'est bien dit à Bambara, Ntara, Aningena, Kelente. Alpha n'est pas parti, il a été chassé. Et j'espère que lui, il va partir, il ne sera pas chassé en respectant ses engagements. Merci, Monsieur Kourma, de vous avoir prêté à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Ibrahima Khalil Diallo. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de Film Soir, notre deuxième grand rendez-vous d'information consacré à l'essentiel de l'actualité en Guinée, en Afrique et dans le monde. Il a été conduit aux opérations techniques par Fatoumata Suleiman Bari. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations sont à retrouver à l'an national sur l'écoute de 19h dans l'émission Vestibule avec l'équipe de Moussa Sekou. D'ici là, et prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée et restons concentrés.